Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui j'aimerais parler de comment s'épanouir dans un monde qui s'essouffle. Par le prisme de mon métier, j'ai la chance, l'honneur d'écouter ce qui se cache sous les apparences de notre société. Alors que nous faisons entre guillemets bonne figure face aux autres, finalement ce sont les peines, les douleurs, les attentes et les mêmes questionnements existentiels qui nous animent profondément et parfois nous font perdre le sens de notre existence. Et ce qui me marque chaque fois, c'est à quel point chaque personne se sent seule à porter ce fardeau et seule à questionner sa non-appartenance à un monde qui semble complètement la désabuser. Et parce que je suis persuadée que pour pouvoir se trouver les uns les autres, il faut d'abord savoir exprimer sa profonde détresse ou ses envies et ses besoins, je crois que par cet épisode, je souhaite aujourd'hui me faire porte-parole de toutes celles et ceux qui souffrent dans ce monde en transition. Parce que je suis intimement persuadée que lorsqu'un monde disparaît pour laisser place à un nouveau, ce sont les inadaptés qui restent. Ceux qui ont su se fondre dans une société qui ne parlait pourtant pas leur langage. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de deux choses qui reviennent à chaque séance. Le fait de se sentir étranger à ce monde qui est censé nous appartenir et le fait de ne pas savoir se reconnaître soi-même, ne pas savoir se connaître soi-même. Comment savoir de quel monde nous avons besoin si nous sommes nous-mêmes déconnectés de notre propre essence profonde? Comment apprendre à se connaître pour pouvoir construire un monde nouveau? C'est la prétention, ou en tout cas ce que je vais essayer d'éclaircir aujourd'hui dans cet épisode. Mais avant d'aborder le sujet du jour, permettez-moi de vous parler de l'atelier conférence Développer sa médiumnité qui aura lieu en ligne les 12 et 26 mai prochains. Comprendre les différents types de médiumnité et le fonctionnement des outils de perception, apprendre le langage de l'invisible, donner de l'intensité à la connexion avec l'invisible et connaître toutes les bases de sécurité et de justesse pour établir un lien et une connexion durable et efficace. Ce sont une partie des sujets que nous aborderons notamment le 12 mai prochain, pour que vous puissiez comprendre et savoir si vous avez des potentiels à développer et s'ils existent, comment les développer avec le plus de justesse et de profondeur possible. Je vous proposerai 3 exercices pour vous entraîner à communiquer avec l'invisible de manière simple et ludique, de façon à ce que vous puissiez comprendre et développer votre intuition. Le 26 mai, je vous donnerai des conseils personnalisés concernant la pratique des exercices. Ce sera donc un échange libre durant lequel vous me poserez toutes vos questions quant à la médiumnité, aux perceptions extrasensorielles et à votre capacité à développer ce potentiel. Pour vous inscrire, rendez-vous directement sur mon site internet dans l'onglet Formation. Sinon, vous pouvez également vous inscrire par mon compte Instagram @nouvellevibration dans le lien en bio ou régulièrement par story. Merci beaucoup et maintenant on laisse place au sujet du jour. Permettez-moi donc de vous dire une première chose qui me semble importante. Non, vous n'êtes pas vivant dans un monde que vous ne comprenez pas, mais vous vivez dans une société qui est inadaptée. Oui, je suis persuadée que c'est notre société qui est inadaptée, et non pas les humains qui la constituent. Parce qu'une société qui exclut une partie de ses citoyens pour les prises de décisions majeures, qui violentent les enfants, empoisonne la nourriture et érige le profit en maître au détriment de l'épanouissement de ses habitants, ce n'est pas une société adaptée aux êtres qui pourtant la constituent. Parce que lorsque l'on se réfère à la définition de société, nous pouvons lire notamment dans le Robert « ensemble des personnes entre lesquelles existent des rapports durables et organisés, avec des institutions, etc., au milieu humain par rapport aux individus, l'individu et la société.
Ce qui signifie donc que la société est censée représenter l'ensemble des humains qui la constituent. Mais il semblerait qu'aujourd'hui la société soit devenue une entité qui s'est séparée de l'individualité. Là où la société est censée représenter les biens et besoins communs, elle devient une concurrence, une entité séparée qui se déconnecte des individus qui la constituent. Ce qui nous a finalement laissé entendre que si nous ne correspondons pas à cette société, c'est que nous sommes des êtres inadaptés. Mais je crois au contraire qu'au fil du temps, la société est devenue inadaptée aux êtres qui la constituent. Elle n'est plus digne de représenter l'ensemble des personnes réunies qui forment cette société. Alors bien évidemment, je ne parle pas de l'humanité entière, je parle notamment des sociétés occidentales qui fonctionnent selon les mêmes règles, les mêmes lois et les mêmes dynamiques. Et je ne peux pas continuer de laisser dire les personnes qui me consultent qu'elles sont inadaptées. Je ne peux pas continuer d'entendre que certains enfants sont des enfants problématiques avec un développement anormal, alors même qu'on leur colle sur le dos un devoir d'exister selon des lois qui sont aux antipodes des besoins fondamentaux du développement de l'être humain. Je n'en peux plus d'observer des adultes souffrir autant de ne pas savoir trouver leur place dans cette société qui est devenue complètement démesurée. Je vous rassure, aujourd'hui, le problème ne vient pas de vous. Le problème vient de cet égrégore nommé société qui est devenu indépendant même de la vitalité et de l'essence même de l'humanité qui est censée la constituer. La société est devenue un ensemble de lois, de règles qui se passent complètement des besoins physiologiques, émotionnels et de bien-être des êtres humains. Alors non, vous n'êtes pas inadapté, c'est la société qui l'est devenue. Alors selon moi, cela signifie que votre mal-être, notre mal-être, constitue le germe, l'essence même de ce quelque chose de nouveau qui veut poindre, apparaître de nouveau dans la vie, dans ce monde. Parce que la société n'est pas le monde. Le monde est bien plus que ce que la société nous autorise à vivre. Mais alors comment faire pour faire éclore ce germe d'une nouvelle société, beaucoup plus en accord avec les lois du monde et de l'univers, du macrocosme et du microcosme? Eh bien, selon moi, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est d'oser faire différemment de ce qui nous a toujours été inculqué. C'est loin d'être facile, mais il me semble que ce soit la seule solution pour que le monde change. Ne plus baser ses actes sur la reconnaissance sociale immédiate, mais agir pour la justesse et la justice de nos valeurs, tout en sachant que la reconnaissance ne viendra peut-être jamais, ou qu'elle ne viendra que plus tard. Parce qu'en osant faire différemment, en osant outrepasser les règles qui n'ont pas de sens, alors nous faisons éclore un monde nouveau. Mais pour cela, il faut faire preuve de beaucoup plus d'honnêteté, défaire les façades, enlever les masques, humaniser nos rapports humains, nous rendre compte à quel point nous nous sommes passés du lien et du contact direct. Parce que nous vivons pour beaucoup les mêmes peines et les mêmes douleurs que nous cachons en société pour faire bonne figure. Nous vivons donc les mêmes problématiques, les mêmes choses, et nous avons pourtant honte d'assumer cette forme de vulnérabilité au regard d'une autre personne, de l'autre, qui vit exactement les mêmes choses. Accepter cette part de vulnérabilité et ces questionnements hors normes, hors de la bienséance, c'est finalement permettre de remettre en lien nos consciences et nos questionnements entre nous. Parce que finalement, nous avons eu l'habitude d'être entraînés à une forme de concurrence. Mais je crois que la concurrence disparaît quand les concurrents remettent en question la légitimité même de la compétition. Parce que je ne crois pas qu'au fond de nous, nous souhaitions être le premier à vivre une vie paisible au détriment des autres. Parce qu'une vie, aussi belle soit-elle vécue dans la solitude, devient très vite un enfer. Alors je crois que ce que nous souhaitons profondément, c'est bâtir une vie paisible, ensemble, pour tous. Mais pour cela, il faut se parler. Pour cela, il faut échanger. Dans le cadre familial, du couple, du travail, de la société en général, ce qui signifie qu'il faut revaloriser le lien, en créer
dans toutes les occasions, d'un simple bonjour à un inconnu, à un simple compliment au collègue ou à la collègue que vous croisez à côté de vous le matin. Oser les discussions sincères et honnêtes avec nos proches. Mais ça veut aussi dire oser dénoncer les injustices et les méfaits, ne plus laisser faire, ne plus cacher, ne plus maintenir insidieusement cette omerta qui fait que tous les vices de notre société sont tolérés et rendus presque acceptables. Parce qu'il me semble que le secret est la première structure qui maintienne la décadence dans une société et qui lui permette de rester durable. Alors, oser faire différemment, s'ouvrir avec honnêteté, recréer du lien, ce sont, à mon sens, les grands piliers d'une société qui retrouve une forme de santé. Mais, pour oser faire différemment, il faut savoir quoi faire. Pour oser l'honnêteté avec les autres, il faut d'abord être honnête avec soi-même. Et pour revaloriser le lien, il faut avoir confiance en soi. Et tout cela, eh bien, ça demande de savoir se connaître. Et on en arrive à la deuxième problématique, celle que j'entends le plus souvent en séance, celle qui vous bouleverse profondément et pour laquelle généralement vous n'avez pas de réponse. Comment faire pour se connaître ? Comment faire pour savoir de quoi j'ai envie ? Comment reconnaître ma place dans le monde ? Cette place que l'on nomme souvent mission de vie aujourd'hui. Eh bien oui, comment créer une société nouvelle si les individus qui la constituent sont déconnectés d'eux-mêmes et qu'ils ne savent pas réellement qui ils sont et de quoi ils ont besoin ? J'ai identifié quelques éléments qui, à mon sens, méritent notre attention et pourraient répondre au moins partiellement à cette question fondamentale. Et la première chose qui me paraît primordiale pour nous, occidentaux, français notamment, c'est d'apprendre à désacraliser le métier. Cesser de se définir par le métier que l'on exerce pour nous permettre d'identifier notre dynamique profonde. Parce que oui, nous avons besoin de définir un rôle, de nous définir une contribution dans la collectivité. Parce que c'est notre nature que de nous sentir en lien avec une communauté humaine. Parce que ça nous est vital. Quoi qu'en dise la société moderne. Mais cette contribution, notre rôle, ce rôle dans la collectivité, ne dépend pas nécessairement de ce que l'on fait, mais de ce que l'on est. Parce que plus nous nous concentrons sur ce que l'on fait, sans savoir pourquoi on le fait et qui nous sommes à travers ces actes, plus nous émettons des actes sans fondement, dépourvus de sens. Et nous avons été encouragés à ça depuis notre tendre enfance. Perdre le sens, ne plus questionner, ne pas demander pourquoi. Faire parce que c'est comme ça et parce que tout le monde a toujours fait comme ça. Non. Il me semble que cette période est révolue. Il me semble qu'il soit nécessaire aujourd'hui de ne plus nous définir par le métier que l'on exerce, mais par ce qui nous anime profondément. Parce que finalement, je crois que ce qui a réellement du sens, c'est la manière dont nous concevons notre vie. Alors oui, je l'entends, il y a parfois des métiers qui nous font perdre le sens de ce que l'on fait et de ce que l'on est. Mais si finalement, ces métiers qui sont là pour nous nourrir, pour nous sustenter, pour nous apporter le pécule nécessaire pour notre vie quotidienne, étaient finalement la base qui nourrit tout ce avec quoi nous occupons notre temps libre, la manière dont nous vivons notre quotidien, ce que nous aimons faire, les expériences que nous nous permettons, la manière dont nous aimons l'autre, quel lien et quelle place nous occupons dans notre milieu social, quelle est notre perception du monde, de la nature. Et si finalement, malgré parfois un job alimentaire, on se permettait de penser de nous-mêmes que nous sommes un être en recherche et en quête de compréhension, de vérité, de philosophie, notre métier est une carte d'identité sociale. Elle n'est en aucun cas la totalité de notre définition personnelle. Elle n'est pas tout ce que nous sommes.
elle est une partie de ce que nous faisons. Il me semble que pour mieux se connaître, il est temps maintenant de désacraliser la place du métier dans la définition de notre personne, de notre personnalité et de la manière dont les autres nous perçoivent. Il me semble que de s'apprendre soi-même au-delà du métier que l'on exerce, dans la société, auprès des autres, mais auprès de soi-même, ce soit une porte ouverte vers une découverte bien plus profonde de notre nature et du rôle que nous jouons dans la société. Parce que finalement, il me semble que d'apprendre à se connaître, ce n'est pas définir des caractéristiques qui nous représentent, mais définir des valeurs fondamentales que nous voulons servir. Les caractéristiques, qu'elles soient physiques ou mentales, elles changent avec l'âge. Tandis que les valeurs, généralement, une fois qu'elles sont adoptées et qu'elles sont considérées comme étant justes, elles deviennent à la fois une part de soi que l'on a envie d'éveiller, mais aussi une part du monde que l'on a envie de voir apparaître. Parce que finalement, définir des valeurs fondamentales, c'est aussi l'occasion d'utiliser notre mental à visée constructive, d'initier par ce que nous sommes et par ce que nous faisons, ce que nous aimerions voir à l'extérieur de nous-mêmes. Finalement, le moi intérieur se met au service du moi extérieur. Aussi, nous ne nous définissons plus par ce qui existe à l'extérieur de nous-mêmes et par les interactions dépourvues de sens qui s'expriment spontanément, mais nous devenons ce qui a du sens pour nous à l'intérieur de nous-mêmes. Et ces valeurs, à mon sens, elles sont celles-ci. Il me semble que la première valeur soit celle de maîtriser le rythme et le temps dans notre vie. Prendre le temps de la réflexion, par soi-même, en soi-même, ne pas se laisser emporter par la vague collective. Nous le constatons de plus en plus aujourd'hui. L'information va vite, ce qui nous demande de prendre parti et de prendre des décisions rapidement. Et c'est l'un des meilleurs moyens de prendre parti et de prendre des décisions, d'émettre des jugements qui soient complètement erronés. Parce que finalement, prendre le temps d'une réflexion posée, prise avec du recul, c'est ce qui nous permet d'avoir un avis et ensuite un comportement qui seront exercés dans la prudence, avec un raisonnement et un jugement intelligent. Mais surtout, de prendre le temps de la réflexion, c'est aussi émettre un jugement juste intellectuellement, mais de pouvoir aussi émettre un jugement du cœur, faire descendre l'information de la tête jusqu'au cœur. Et c'est ce qui, à mon sens, permet de plus en plus, au fil du temps, un mode de vie et de pensée équilibré, qui sont, à mon sens, la deuxième valeur à retrouver aujourd'hui dans notre vie. Parce que l'équilibre corps-esprit et la connaissance de soi, pour moi, passe par la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses pensées, et donc la maîtrise de ses actes, par l'apprentissage d'un élément fondamental que nous avons perdu aujourd'hui, l'apprentissage de la nuance. Il me semble que le talent d'un peintre s'exprime par la maîtrise de la nuance, de la minutie, du détail. Les tableaux qui nous transcendent, les peintures qui nous emportent, ce sont celles dans lesquelles il y a une maîtrise de la nuance de chaque couleur qui est extrêmement précise et fine. Il me semble donc que d'apprendre la nuance, d'apprendre à reconnaître ce que nous sommes dans toute notre complexité et de ne pas toujours choisir un camp, de ne pas toujours choisir une identité visuelle, finalement,
quelque chose qui est censé nous représenter dans notre entièreté, mais d'accepter que chaque part de nous existe de manière individuelle et que nous sommes comme un assemblage de plein de pièces de puzzle qui ne semblent parfois même pas aller ensemble, eh bien c'est aussi ce que nous sommes. Nous sommes sensibles et nous sommes forts. Nous sommes passionnés d'art et parfois passionnés aussi de science. Nous aimons la nature et nous pouvons aimer les ambiances futuristes. Nous pouvons nous reconnaître dans une pensée politique comme dans une autre. Nous pouvons nous penser libres et parfois aimer, se sécuriser dans une structure. Tout cela, c'est l'ensemble des nuances qui nous constituent en tant qu'individus. Et dans une société qui aujourd'hui agite les foules, agite les passions, en créant des élans émotionnels, en demandant à prendre absolument parti de manière complète et sans nuance, tout cela appauvrit notre capacité à nous connaître, nous reconnaître et enrichir le monde, notre manière de prendre du recul et de comprendre et de connaître l'autre, soi. Et c'est finalement par l'équilibre corps-esprit, le temps du recul et de la connaissance de soi, de ses propres besoins, de ses propres pensées, de son propre avis, que l'on découvre la plus intense des valeurs, celle de la force. Cette force qui nous permet de nous connecter à nos profondeurs, à cet élan vital qui est existant bien au-delà de notre humanité. Cette force d'âme qui est notre essence même, notre essence vitale, qui est notre élan vital de chaque jour. Cette force qui nous donne foi également, qui nous permet de sentir qu'il existe quelque chose qui nous porte et qui est bien au-delà d'une responsabilité mentale ou intellectuelle. C'est quelque chose qui nous donne confiance en nous-mêmes, mais aussi en quelque chose de plus grand, et qui, malgré les remous, nous permet de résister sur la longueur. Parce que finalement, celui qui développe ces valeurs-là, ces vertus-là, c'est aussi celui qui devient capable de soulager et de porter les autres. Ceux qui sont emportés par les vagues de peur, de crainte. Parce que si la peur ne vous tient pas, si elle ne nous tient pas, notre jugement devient beaucoup plus juste. Nous ne sommes pas figés par la peur, par le besoin de survivre, de nous mettre en état d'alerte. Nous devenons aptes d'un jugement maîtrisé, équilibré, juste, raisonné, riche de nuances, qui ne tranche pas trop vite, qui crée un monde bien plus riche et complexe, et qui en plus de cela n'est pas mû par les émotions incontrôlables et paroxystiques, mais par un élan du cœur et par le lien à l'autre, par la conscience que c'est ensemble que nous pouvons développer ce monde qui arrive, et que finalement l'effondrement que l'on nous annonce avec effroi est un renouveau qui est vertueux. Rappelez-vous ce que je vous disais en introduction. À mon sens, dans un monde qui disparaît pour laisser place à un nouveau, ce sont les inadaptés qui restent. Ceux qui ont su survivre dans un monde qui ne parlait pas leur langage. Si vous êtes le maître de votre temps, que vous établissez un mode de pensée équilibré et que vous entretenez cette vertu de la force en vous, eh bien vous ne vous effondrerez pas avec ce monde pour lequel on vous a promis qu'il était en fin de vie. Parce que se connaître, ce n'est pas savoir si l'on préfère le bleu ou le jaune, ou si nos films préférés sont les films d'action ou les films romantiques. Parce que tout cela est éphémère, tout cela est voué à changer, tout cela est voué à évoluer avec vous. Ce qui est réellement important, ce qui a réellement du sens et qui représente fondamentalement qui vous êtes, c'est de savoir ce qui a de l'importance pour vous dans les valeurs. Parce que ce qui est réellement important, se connaître réellement, c'est savoir identifier les valeurs que l'on veut voir dans nos relations humaines, celles que l'on établit avec les autres. C'est de connaître notre façon d'aimer, ce qui nous permet de donner et de recevoir cet amour. Et c'est d'identifier les limites qui respectent notre intégrité. Tout le reste est éphémère. Se connaître n'est pas une façade, c'est l'émergence de l'essence profonde qui vous a donné vie à la première seconde durant laquelle vous êtes arrivé sur Terre. S'épanouir dans un monde qui s'essouffle, ça demande de l'audace. L'audace de se marginaliser des mœurs actuelles pour vivre selon des valeurs qui sont plus justes. Alors évidemment, ça demande de ne pas attendre
de reconnaissance sociale globale. Et il faut aussi s'attendre à une certaine forme de refus, de rejet en face. Mais je vous le dis, c'est une garantie de trouver du lien nouveau et plus honnête avec des personnes qui partagent vos questionnements existentiels, vos peines, vos attentes. Et cette impression que la société est inadaptée aux besoins fondamentaux de l'être humain et des êtres animaux, végétaux et minéraux. Je terminerai avec cette piste de réflexion qui habite mon esprit depuis quelque temps. Personne n'est passé à côté de l'apparition de l'intelligence artificielle, cet outil qui fait aujourd'hui partie de notre quotidien alors qu'il était encore complètement absent il y a ne serait-ce que 2 ans de ça. Et cet outil nous confronte à nos propres limites quant à notre capacité de créer, de générer avec efficacité des pensées, des objets, ou quoi que ce soit qui dépendent de la réflexion pure ou de la fabrication pure. Alors, si finalement, aujourd'hui, une machine fait désormais mieux que nous, matériellement, qu'elle est plus efficace, qu'elle possède une meilleure mémoire, une meilleure capacité de réfléchir, qu'est-ce qui devient une priorité pour nous, êtres humains ? Qu'est-ce qui nous donne encore de la valeur ? Une valeur bien plus fondamentale que celle de l'apparition d'une machine nommée intelligence artificielle. Et je crois que cela nous confronte directement avec les limites de l'éducation que nous avons reçue jusqu'à aujourd'hui. Cette éducation qui ne nous demande pas de donner du sens à nos actes et d'avoir conscience de ce que nous faisons, mais de répondre à un besoin, à une demande de production et de rentabilité. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés au fait que, maintenant, notre principale éducation personnelle et celle que nous devons donner à nos enfants se situe dans le fait d'être conscient de ses choix, des valeurs, des liens, et de donner du sens à ce que nous faisons. C'est la quête qui est en train de commencer. Nous en sommes au balbutiement, mais bientôt, 100% des êtres humains qui habitent cette terre chercheront à donner du sens et seront confrontés à la limite de la valeur qu'ils ont accordée à ces vertus que nous avons abordées. Cet épisode était légèrement différent. J'avais besoin, je crois, d'exprimer des pensées, des réflexions personnelles quant à ce qui s'exprime aujourd'hui dans notre société. Je crois que nous avons besoin de reposer des bases pour nous retrouver, recréer du lien et retrouver des valeurs fondamentales. Des valeurs qui vont peut-être restructurer cette entité que l'on nomme société et qui nous a quelque peu échappé des mains ces dernières décennies. Mais cette société, c'est nous. Donc plus nous changerons, plus nous trouverons la voie du milieu, la voie de la nuance, de la force, du lien et de la mesure, plus nous retrouverons une société forte, mesurée, nuancée et riche. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.